Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une leçon de stratégie. C'est quoi la stratégie? Ah, très bonne question pour une fois. Qu'est-ce que c'est la stratégie? Voyons, moi je dirais simplement que la stratégie nous montre comment bien placer nos pièces. Et souvent en partie, un joueur peut attaquer son adversaire ou faire une combinaison lorsqu'il a ses pièces mieux placées et que son adversaire a une faiblesse. Tactique et stratégie sont intimement liées. Il y a un certain nombre de principes qui peuvent nous aider à comprendre la stratégie. Aujourd'hui, nous allons faire un travail sur la structure de pion. Et à ce sujet, un joueur français du XVIIIe siècle, André Danican Philidor, a dit « Les pions sont l'âme du jeu d'échecs ». Alors on a des pions dans la tête? Ouh là là, ça s'améliore pas, hein. Aujourd'hui, dans notre travail, nous allons voir différentes structures de pions, comment améliorer une structure de pion et comment dégrader la structure de pion de notre adversaire si nous en avons l'opportunité. C'est parti! Mon kiki! Allez, premier exemple. Première position. Alors, avant d'aller plus loin, on va d'abord déterminer trois zones de l'échiquier. L'aile dame se situe sur les colonnes A, B et C. L'aile roi se situe sur les colonnes F, G et H. Quant au centre, bien sûr, ce sont les colonnes D et E. Alors, dans cette situation, on voit que les blancs ont plus de pions au centre que les noirs. Par contre, les noirs ont plus de pions à l'aile dame que les blancs. On dira que les blancs ont une majorité au centre, alors que les noirs ont une majorité à l'aile dame. Et dans cette situation, chacun des deux camps peut créer ce qu'on appelle un pion passé. Il y a un principe pour les pions aussi, c'est l'union fait la force. Ainsi, si par exemple les pions partent tout seuls, par exemple, si les noirs veulent pousser le pion en B5 et puis en B4, eh bien, le pion se fera arrêter par le pion A. Pareil pour le pion A, s'il avance tout seul, eh bien, à un moment donné, il va être bloqué par le pion A. Donc, pour que cette majorité se transforme en pion passif, il faut qu'elle avance ensemble. Mais attention, elle doit avancer dans l'ordre. C'est le candidat en premier qui doit avancer. Et le candidat, c'est le pion qui n'a pas de pion en face. Donc d'abord, on avancera le pion candidat. Bon, ensuite, les blancs vont jouer. Et puis les noirs avanceront ce qu'on appelle l'acolyte. Alors l'acolyte, ça veut dire l'associé, le bras droit. Une fois que le candidat et son acolyte... L'alcoolique? Non, pas l'alcoolique, l'acolyte. Une fois, donc, je disais que le candidat et l'acolyte auront avancé, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle la courte échelle. Le pion B5 va aller en B4, le pion A prend en B4, et à ce moment-là, c'est l'acolyte qui reprendra, et maintenant, les noirs auront un pion passé. Un pion passé est un pion qui ne peut plus être arrêté par un autre pion. Quant aux blancs, comment vont-ils valoriser leur majorité? Eh bien, c'est exactement la même chose. Le pion candidat ici, c'est le pion D4, c'est le pion qui n'a pas de pion en face de lui. Tout seul, il ne peut pas avancer, donc il va se faire aider de son acolyte, c'est-à-dire le pion qui est à côté. Et puis, au coup suivant, le pion D4 va aller en D5. Les noirs vont prendre, les blancs vont reprendre, et les blancs auront un pion passé. Donc ici, si la partie continuait, on pourrait voir ça comme ça. On va dire que c'est aux noirs de commencer. Les noirs jouent par exemple B5, les blancs jouent E4, les noirs jouent A5, les blancs jouent D5. Par exemple, on fait pion prend, les noirs jouent B4, pion prend, et ici, chacun des deux camps s'est créé un pion passé qui va foncer vers la promotion. Bien sûr, il y a des pièces et les pièces peuvent stopper, empêcher, embêter le pion, bien sûr. Mais avoir un pion passé, c'est un avantage stratégique important.
Position suivante. bien. Alors, après avoir vu des beaux pions, des pions candidats, des pions passés, nous allons passer maintenant aux horreurs. Au secours! Mais non, n'aie pas peur, oh là là. On parle que d'échecs ici. Ouf, j'ai eu peur. Regardons ici notre nouveau schéma. Alors ici, pour les noirs, on voit qu'il y a deux pions sur la même colonne. Eh bien, ces deux pions, c'est ce qu'on appelle un pion doublé. Et ici, pour les blancs, nous avons même trois pions sur la même colonne. C'est ce qu'on appelle un pion triplé. Eh bien, pion doublé et pion triplé sont des horreurs. Être handicapé de pion doublé ou triplé est vraiment un grave problème stratégique. Alors, regardez ici, si les pions n'étaient pas doublés, les noirs auraient ce qu'on appelle une sucette? Une image. Une majorette. Mais non, pas une majorette, une majorité. Voilà. Avec un pion candidat, un pion acolyte, et les noirs pourraient, dans quelques coups, transformer leur candidat en pion passé. Alors, on voit ici que maintenant, il n'y a plus de majorité. Donc, plus de possibilité pour les noirs de se créer un pion passé. D'autre part, quand on a un pion doublé, en général, ça affaiblit toute la zone autour du pion doublé. Pareil pour le pion triplé, mais en pire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut hériter de pions doublés ou triplés? C'est ce que nous allons voir. Un pion doublé n'arrive pas par hasard. Un pion doublé arrive au cours d'échanges, comme ici. Dans cette position, c'est aux blancs de jouer. Eh bien, les blancs peuvent prendre le cavalier, les noirs vont reprendre le fou, et c'est comme ceci qu'ils ont dégradé leur structure de pion, qu'ils se sont handicapés d'un pion doublé. Voici un nouveau schéma maintenant. C'est très au noir dans cette situation. Et par deux échanges, les noirs peuvent dégrader gravement la structure de pion des blancs. Ils font d'abord fou prend F4. Les blancs reprennent. Ensuite, fou prend F3. Les blancs reprennent. Et on voit que maintenant, la structure de pion des blancs a littéralement explosé et qu'ils ont hérité d'un pion triplé. Alors justement, on dit un pion triplé. On ne parle pas de trois pions triplés, on dit un pion triplé. Enfin, nouveau schéma, un petit peu moins grave que le pion doublé ou le pion triplé, les pions isolés. Alors, si on regarde cette structure de pions, on s'aperçoit que les noirs ici ont un duo de pions. Ce sont ce qu'on appelle des pions liés. Les pions liés, ce sont deux pions l'un à côté de l'autre. Par contre, les blancs ont deux pions, mais qui ne sont plus liés, ils sont séparés par une colonne. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des pions isolés. Alors, les pions isolés sont plus faibles que les pions liés, puisqu'ils ne peuvent pas se protéger entre eux. Nous avons vu plusieurs schémas qui nous montrent des pions forts, c'est-à-dire les pions candidats, les pions passés, les majorités de pions, et aussi les pions faibles, pions triplés, pions doublés et pions isolés. Position suivante. Nous allons maintenant voir des schémas de pions pour bien commencer une partie. Dans l'idéal, il faudrait avoir deux pions centraux. On va dire qu'on commence par le pion E4. Si l'adversaire ne joue pas au centre, par exemple qu'il joue le pion A5, eh bien les blancs au deuxième coup jouent leur
deuxième pion central et ils prennent déjà un avantage stratégique au centre. On peut accroître cet avantage en poussant les pions centraux secondaires, c'est-à-dire les pions des colonnes F, voire éventuellement des colonnes C. Alors, bien sûr, si les deux joueurs connaissent un petit peu les règles d'or et ont quelques notions de stratégie, ici, les noirs répondront par pion E5 pour empêcher les blancs d'avoir leur deuxième pion central. Alors, il est possible toutefois d'essayer d'avoir un deuxième pion central en poussant le pion C2 en C3, puis en poussant le pion D2 en D4. Si on parvient à avoir de cette manière un deuxième pion central, eh bien, avec les blancs, on peut prendre l'avantage au centre. Cette structure centrale qui commence par E4, E5, on appelle ça un bélier. À partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, certains joueurs ont découvert d'autres manières de lutter pour le centre avec les noirs. Par exemple, sur E4, certains joueurs se sont mis à jouer E6. Et quand on commence par le pion E7 en E6, on appelle cela la défense française. Bien sûr, les blancs en profitent immédiatement. Ils vont pousser leur deuxième pion central et obtenir le duo central, ce qui leur assure un avantage d'espace au centre. Mais là, les noirs vont contre-attaquer le centre par le pion D7 en D5. Et ils attaquent de cette manière le pion en E4. Que faire maintenant avec les blancs? Eh bien, on peut échanger, mais à ce moment-là, les noirs obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire l'égalisation au centre. Maintenant, ici, il y a une deuxième option possible pour les blancs, c'est de pousser en E5. Et là, on obtient ce qu'on appelle une chaîne de pions. Vous voyez ici, la structure au centre est complètement bloquée. Les pions blancs sont bloqués sur case noire. Les pions noirs sont bloqués sur case blanche. Et il va apparaître ici un certain nombre de points stratégiques. Le pion E5, c'est ce qu'on appelle le pion de tête des blancs. Le pion D5, c'est ce qu'on appelle le pion de tête des noirs. Le pion D4, c'est ce qu'on appelle le pion de base. Le pion de base protège le pion de tête des blancs et le pion de base se trouve en face du pion de tête de l'adversaire. Et la stratégie ici avec les noirs va consister à attaquer la base. Alors bien sûr, ici, il va y avoir des pièces. Je vous rappelle qu'on a un fou ici en F8 et que si les blancs prennent, les noirs pourront reprendre. Donc l'idée, bien sûr, c'est de provoquer l'échange du pion D4 contre le pion C5. Et à ce moment-là, le pion de tête sera tout seul, isolé et vulnérable. Mais ici, les blancs peuvent renforcer leur base en jouant le pion en C3. Donc, c'est ce qu'on appelle ici une chaîne de pions. Alors, on va s'arrêter ici pour notre étude, parce que on va rentrer dans des complications. Mais nous reverrons ces schémas par la suite, car cette structure de pions, de chaîne de pions, fait vraiment l'objet d'un travail très approfondi. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de parties concrètes et de choix à faire lorsque une opportunité apparaît. Alors, premier exemple ici, c'est très au noir, et les noirs ont un pion doublé. Mais, par un échange, ils ont la possibilité d'améliorer leur structure de pion après le coup cavalier B5. Ici, dans cette situation, le cavalier et la tour blanche sont attaqués, il n'y a pas de choix pour les blancs, il faut échanger les cavaliers. Et bien sûr, ici, les noirs vont reprendre avec leur pion et ainsi
dédoubler leur pion. Dédoubler le pion, c'est le fait que deux pions doublés se séparent pour refaire des pions liés. Maintenant, les deux pions noirs sont liés. Les noirs ont amélioré leur structure de pion. Nouveau schéma, ici c'est tréau blanc et les blancs prennent le fou en G6. Ici, les noirs ont trois possibilités pour reprendre le cavalier, du pion H, du pion F et du cavalier. Quelle est la meilleure solution? Bon, je pense que vous l'aurez tous trouvé, c'est de reprendre du cavalier. Pourquoi? Parce que reprendre d'un pion, par exemple reprendre du pion H, donnerait au noir un pion doublé. Alors maintenant, on va enlever le cavalier. Donc on va reprendre la position. S'il n'y avait pas le cavalier et que le cavalier blanc prend G6, alors dans tous les cas, là, on va faire un pion doublé. Maintenant, on va reprendre comment? Du pion F ou du pion H? Ici, il y a un principe qui peut nous aider, c'est qu'un pion reprend toujours de l'aile vers le centre. Toujours en direction du centre, donc bien sûr ici, il faudrait prendre du pion H parce que le pion se dirige vers le centre. Reprendre du pion F, ce n'est pas bon puisque le pion part du centre et va plutôt sur le côté. Alors, bien sûr, il faut aussi tenir compte des caractéristiques de la position dans certains cas. Pour une raison précise, c'est mieux de prendre du pion F. Mais en général, c'est toujours meilleur de reprendre en direction du centre. Position suivante. Nouvelle situation, très haut blanc. Ici, on est en finale. Quasiment toutes les pièces ont été échangées, sauf un fou et un cavalier pour les noirs. Les rois se centralisent. Alors ici, les noirs menacent le pion. Comment résoudre le problème pour les blancs? On a deux solutions. Soit on vient protéger avec le roi, soit on pousse le pion. Alors ici, en général, dans la majorité des cas, les blancs optent pour le coup D5. Pourquoi? Parce que ça résout une bonne fois pour toutes le problème du pion et c'est toujours agréable de menacer une pièce de l'adversaire. Malheureusement ici, ce serait un très mauvais coup parce qu'à ce moment-là, le cavalier sauterait sur la case E5 et de là, il aurait une situation stratégique dominante. Là, les noirs prendraient l'avantage. Deuxième point aussi qui est négatif pour les blancs, c'est que le fou est sur case blanche et que les pions centraux se figeraient définitivement sur case blanche. Et ça, c'est mauvais. Les fous n'aiment pas que les pions se bloquent sur des cases de la même couleur parce que non seulement le fou va perdre de sa mobilité, mais en plus de ça, comme le fou est de case blanche, il ne pourra pas contrôler les cases noires. Donc là, les blancs se feraient des trous sur les cases noires. Donc ici, pour le moment, les blancs ont deux pions forts stratégiquement, puisque c'est un duo central. Et ce duo central contrôle 4 cases. Il ne faut pas qu'il bouge. Il vaut mieux ici monter avec le roi pour protéger le pion et garder ici cette barrière qui va empêcher les pièces noires d'approcher. Position suivante. Nouvelle position, cette fois-ci, suite à un problème technique avec le son de la caméra, on repasse sur un diagramme et sur une webcam classique. Ici, c'est au blanc de jouer. Les blancs ont joué fou G5. Bon, c'est une position comme il en arrive très souvent dans nos parties. Alors là, ici, avec les noirs, il y a plusieurs bonnes répliques. On peut jouer fou G4, comme les blancs. Sinon, ici, je crois qu'on joue essentiellement pion en H6 pour demander au fou ce qu'il va faire.
Si par exemple fou prend F6, bien sûr, on va reprendre de la dame. Prendre en F6 donnerait au noir un pion doublé et même un pion isolé en H6, donc un affaiblissement définitif de la structure de pion. Donc fou prend F6, dame prend F6, et sur le coup cavalier D5, le cavalier ici est superbement placé puisqu'il menace la dame et cavalier prend C7 qui fait une fourchette, mais là les noirs peuvent simplement reculer leur dame et la partie continue. Ici, les noirs, ils ont fait le coup petit roc. Alors, petit roc, ça a l'air d'un coup naturel, mais ce n'était peut-être pas le bon moment de le jouer, puisque maintenant, après le coup cavalier D5, les noirs vont être quand même pas mal dans l'embarras, à cause du clouage sur le cavalier F6. Alors, pour les têtes en l'air, après cavalier prend D5, on perd la dame et on peut tranquillement abandonner. Bon, ici, il n'y a pas vraiment de réplique satisfaisante pour les noirs. Par exemple, si vous voulez poser la question au fou, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, ici, les blancs prennent en F6, en faisant échec avec le cavalier, puis on prend forcé, et après, fou prend H6, le pauvre roi va passer un sale quart d'heure. Dame D7 n'est pas mieux non plus, puisque après, fou prend F6, les noirs ne peuvent récupérer le fou, sous peine de perdre la dame avec une magnifique fourchette royale. Non, ici, peut-être le mieux est encore de jouer fou E6, on se développe tranquillement, et de laisser prendre en F6 d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être cavalier prend F6 échec, puis on prend F6, c'est forcé ici de devoir, ça fait bien la structure de pion, fou H6 et tour E8. Peut-être que cette position est encore jouable pour les noirs, mais elle va être très très difficile, encore une fois, en raison de l'affaiblissement des pions autour du roi. Donc ici, une position qui arrive très souvent dans nos parties qu'il faut connaître. Après fou G5, il ne faut surtout pas faire petit roc à cause de cavalier D5 qui va entraîner la démolition de la structure de pion du roc et l'affaiblissement du roi. Allez, une dernière position maintenant. Allez, dernière position, dernier petit effort. On reprend une position qui est un petit peu similaire à celle de tout à l'heure, sauf que ici, les blancs et les noirs ont tous les deux fait petit roc. Alors ici, un des coups naturels, bien sûr, c'est de mettre le fou en G5, toujours avec cette idée de venir attaquer par la suite par cavalier D5. Mais là, les noirs peuvent mettre le fou en E6 avant que le cavalier n'arrive, car si celui-ci pointe le bout de son nez en D5, immédiatement, les noirs vont l'éliminer. Il y a une autre possibilité ici pour développer le fou, c'est de venir en E3. Ici, si le fou prend E3, eh bien, maintenant, les blancs vont devoir reprendre avec le pion. Et une nouvelle fois, on est en présence de pions doublés. Mais ici, la position est différente. C'est vrai que les deux pions sont doublés, mais regardez, le pion, en reprenant le fou, c'est centralisé. Et maintenant, les blancs se retrouvent avec 3 pions centraux contre seulement 2. Donc, une domination centrale pour les blancs. Deuxième bonne nouvelle, comme le pion a changé de colonne, eh bien, une colonne s'est ouverte pour la tour en F1 qui pourra facilement rentrer en jeu si on la compare à la tour en F8 et la tour en A8 qui font piètre figure. Et enfin, troisième bonne nouvelle, en reprenant E3, le pion a ouvert la diagonale E1 H4 pour la dame qui va pouvoir s'activer le long de la diagonale E1 H4 et venir se mettre en place pour une future attaque à l'aile droit, donc une future attaque contre le roc. Donc ici, ce doublement de pions, on va dire exceptionnellement, est bon pour les blancs. Il est bon donc pour les 3 raisons que je viens de vous rappeler. Ouverture de la colonne F, renforcement du pion et ouverture de la diagonale E1H4 pour la dame. Alors ici, peut-être que les noirs auraient dû s'abstenir d'échanger. Il y a pas mal de coups qui auraient pu être possibles. Ils auraient pu simplement ignorer et jouer fou G4 par exemple pour continuer leur développement.
Et si les blancs prennent, à ce moment-là, les noirs reprendront. Et là, les noirs obtiennent une excellente case en D4, un excellent avant-poste, et l'ouverture de la colonne D. Voilà, donc notre leçon sur les structures de pions est terminée. Je vous dis à bientôt, et il ne reste plus que maintenant qu'à faire quelques exercices.